Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de l'infobésité. Vous en avez entendu parler, c'est lorsque vous êtes dépassé par des milliers de mails, cela génère du stress et on va en parler avec Marie Gède. Elle est co-CEO de MailLoop et elle porte un observatoire justement de l'infobésité et de la collaboration numérique. On en parle avec elle dans quelques instants. Smart et Réglo avec Sabrina Kemel, son retour. Elle nous parlera des preuves déloyales. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parlera avec elle. Elle est spécialiste en droit social. Et puis le cercle RH, le défi du secteur de la santé. Il doit se réformer. Il y a une pénurie de main-d'œuvre chez les infirmières, chez les aides-soignantes. Comment faire? Eh bien, pour redonner le goût de cette vocation, de ce beau métier. On en parlera avec nos experts spécialistes de ce dossier. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer, la deuxième partie de carrière des seniors. On fera le point évidemment. C'est le sujet qui est dans l'actualité. On en parlera avec le directeur associé du cabinet Alter Nego. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, c'est peut-être le sujet de la décennie, l'infobésité. Le numérique est partout et vous recevez par différentes sources des centaines de mails par jour, du WhatsApp. Les mails, et il faut le gérer, ça génère, et vous le vivez évidemment, du stress. On en parle avec Marie Gède. C'est un sujet que vous portez, Marie. Vous êtes co-CEO de MailLoop et vous portez aujourd'hui cet observatoire avec plusieurs acteurs de ce sujet, observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique. Pourquoi vous êtes emparé de ce sujet ? Ça nous paraît être le mal du siècle pour les travailleurs et travailleuses dans des métiers de cadre qui passent en fait leur journée à traiter de l'information, à gérer leur flux d'informations qui arrivent. Et ça génère du stress et ça génère, nous, ce qu'on appelle la pénibilité numérique. On pense qu'il faut le quantifier et puis on pense qu'il faut aussi adapter les postes de travail à ces sujets. Et on avait envie de s'emparer du sujet au-delà de MailLoop avec s'entourer d'autres entreprises, des chercheurs, des chercheuses, des experts aussi de l'accompagnement au changement pour essayer de comprendre d'où vient le sujet, les impacts que ça génère. Il y a une vingtaine d'années, quand le numérique est arrivé, on s'est dit c'est génial et c'est un peu comme toutes les nouveautés. On les accueille sans trop savoir ce qui va nous arriver, on vit avec. Puis 20 ans ou 30 ans plus tard, j'ai envie de dire 20 ans plus tard, on se dit mais quel désastre, on est en train de s'engloutir. Est-ce qu'il y a, pour le dire abruptement, parce que MailLoop, vous travaillez sur ces sujets, est-ce qu'il y a un vrai danger? Est-ce qu'on est en danger? On pense qu'il y a deux côtés. Il y a le côté infobésité où cette surcharge d'informations qui arrive avec effectivement on s'est un peu précipité parfois à déployer des outils, je pense pendant les périodes de confinement avec le télétravail, sans vraiment se questionner sur les usages auxquels ils répondent. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça que dans l'Observatoire on a mis infobésité et collaboration numérique, il y a aussi ce volet positif et enthousiaste qui permet de collaborer de manière saine, efficace et sobre aussi entre équipes. Donc voilà, c'est vraiment pour réfléchir à essayer de réduire l'impact de l'infobésité, de cette surcharge et en même temps définir un peu le socle des bonnes pratiques de collaboration numérique. On va parler des conséquences et des risques, mais d'abord quelques chiffres. L'exposition aux mails professionnels hors horaire de travail, compte tenu qu'il y a une loi qui normalement oblige le collaborateur à se déconnecter. Donc partons de ce principe. Alors vous avez interrogé, j'imagine, tous ces gens après la loi, ça va sans dire. 9,2% de salariés totalement déconnectés, bon ça c'est très bien. Il y en a 19, presque 20% faiblement exposés, c'est moins de 10 mails par soirée et par an. On est d'accord, donc ça lui prend 10 soirées par an de connexion. Il y en a de 10 à 50, ils sont 40%. Là, ça commence à monter, ça commence à être du sérieux. Donc 10 à 50 soirées, on est assis sur son canapé et on continue à bosser. C'est ça. Okay. Et là, ça devient très inquiétant. Il y a presque 30%, 26,6% qui, eux, sont exposés de manière très élevée, de 50 à 150 soirées. Il y a 365 jours par an. Oui. Ceux-là, là, les 26,6%, je ne veux pas alarmer ceux qui nous regardent, qui pratiquent ce genre de choses, mais ils brisent leur rythme familial, ils continuent à être connectés en permanence, ils n'ont plus de lien avec leurs enfants. Enfin, ça a des incidences dans la vie familiale, ça. Probablement. Nous, on le mesure en fait à partir, c'est de l'enquête quantitative, donc on mesure les flux de communication et donc ça nous donne un signal faible en fait sur l'état de la reconnexion des gens le soir et le week-end. Et effectivement,
on voit qu'il y a une exposition qui est quand même élevée. Il y a 30% des personnes qui, au moins 50 soirs par an, envoient au moins un mail après 20 heures. Donc, c'est quand même, on considère que c'est une exposition qui est quand même assez élevée. Vous vous situez où, vous, Marie, là-dedans ? Allez, dites-moi la vérité. Non, mais nous, on est hyper cohérent chez Mailloop. Donc, on peut pas. En fait, ce qui est d'ailleurs agréable, c'est qu'on peut pas se permettre d'envoyer un mail à un client après 20 heures. C'est pas possible. Et même un petit WhatsApp discret qui échappe aux déconnexions de l'entreprise. On l'a tous fait. C'est qu'on ne mesure pas ça. Mais vous l'avez pas mesuré parce qu'il y a l'autre enjeu. C'est qu'une fois qu'on a déconnecté et que l'entreprise vous dit c'est fini, on joue plus, vous avez encore WhatsApp. Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça que nous... Vous avez Telegram. Nous, on préconise, en fait, d'en discuter, d'avoir des espaces, en fait, de discussion dans les équipes de direction pour se mettre d'accord, en fait, sur un mode de fonctionnement qui soit sain. Parce qu'après, l'outil, il pourra toujours nous aider ou, au contraire, nous pousser à nous reconnecter, quoi. En tout cas, à travers ce petit guide, vous nous faites prendre conscience de l'importance et donc du fait d'avoir du recul par rapport à tout cela. Ça, c'est important. Et de savoir l'utiliser à bon escient. Les conséquences, c'est le stress. Vous dites dans votre étude que c'est la boule au ventre le dimanche soir, les retours de congé où on est déjà le samedi en train de relire tous ces mails. Et on a ce chiffre qui vient le prolonger, 16% des emails reçus sont répondus. Oui. Ça dit quelque chose aussi. Ça nous montre aussi justement les gisements, où est-ce qu'on peut aller en fait réduire le volume. Nous, on travaille sur deux choses. L'idée, c'est de réduire le volume et mieux vivre ce qu'on reçoit en fait. Ce flux d'informations, pas se sentir forcément obligé d'y répondre. Mais oui, on se rend compte qu'on reçoit une masse avec finalement peu de choses qui soient utiles. Et encore, après, nous, on fait la distinction aussi entre les mails dont on est destinataire et puis les mails dont on est en copie. En fait. Comme si, quand on allait voir sa boîte aux lettres chez soi, il y avait quelqu'un qui regardait si on avait bien lu et qui regarde par-dessus. C'est exactement ça. C'est quand même, en fait, une pratique un peu bizarre qui s'est mise en place avec le mail. C'est un premier observatoire, si je ne m'abuse. Oui. Vous allez bien sûr le suivre et voir l'évolution. J'imagine que Mailloop et les acteurs commencent à réfléchir aux solutions. Parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, on est tous, j'allais dire, victimes de cette infobésité, il faut le reconnaître. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'idée justement dans l'observatoire, c'est d'y réfléchir. Enfin, nous, Mailloop, on fournit la donnée pour avoir le diagnostic, effectivement. Après, on réfléchit avec des chercheurs dans des groupes de travail sur des thématiques comme effectivement le lien entre infobésité et risques psychosociaux, stress au travail. Et après, en fait, comme il y a des entreprises qui font partie de cet observatoire, comme Mazars, avec qui on le lance, en fait, on expérimente directement en fait des pratiques. Chez Mazars? Exactement, chez Mazars, chez Dalkia, chez les clients en fait qui ont déjà utilisé Mailloop, mais aussi chez les autres qui rejoignent l'Observatoire. Avant de nous quitter, Marie-Jade, il y a un sujet qui est en train de monter et qui va, je pense, continuer à monter, c'est les enjeux environnementaux liés à l'infobésité. C'est-à-dire, il y a les enjeux de stress, on les a évoqués, mais de l'autre côté, il y a aussi de se dire, quand je stream, quand j'envoie des mails 5 par jour ou 5 par heure, j'implique le fait qu'on va chercher sur des data centers et que tout ça... Et donc ça veut dire qu'il faut aussi être plus frugal. Oui, c'est clair. En plus, ça va plutôt dans le bon sens sur les autres sujets, en fait. D'être plus frugal sur le numérique, ça aide aussi sur la charge mentale. Ouais. Après, là, dans les calculs, là, ça permet de montrer en fait où sont les vrais sujets. C'est-à-dire, au lieu peut-être de demander à tous les salariés de vider leur boîte mail, là, nous, on voit en fait d'où vient vraiment le sujet. On dit 85% du volume total de mails, c'est 10% en fait des mails. Donc en fait, c'est peut-être sur cela qu'il faut agir, c'est-à-dire c'est les gros mails avec la grosse pièce jointe qui est envoyée à toute l'entreprise. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, c'est peut-être pas le bon outil. Donc nous, voilà, on essaye et justement, on est en train de faire le lien avec des calculs qui soient précis sur ces sujets-là pour mettre l'impact au bon niveau. Une première pierre à travers cet observatoire pour avancer, réfléchir, expérimenter, puisque vous l'évoquez chez Mazars, en tout cas, puisqu'ils sont acteurs de ce premier observatoire, infobésité et collaboration, parce que vous vouliez être aussi un peu positive. Oui. Il n'y a pas que des dangers, il y a aussi plein de choses positives. Aussi, exactement. Merci Marie-Jade d'être venue nous éclairer. On pose le portable, on va essayer de le poser. On pose le portable 1 heure, on n'y touche plus. Vous êtes la CEO, co-CEO de Mailloop et vous portez avec plusieurs acteurs cet observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique. On tourne une page parce que Smart et Réglo traitent aussi de ces questions numériques. On essaie de réglementer et les avocats accompagnent leurs clients sur ces sujets. C'est Smart et Réglo et on accueille notre invité. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, on accueille Sabrina Kemel. Bonjour Sabrina. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver, avocate en droit social. Vous avez choisi de nous parler d'un sujet, alors
j'allais dire méconnues, enfin qui me semblait pour ma part méconnues, les preuves déloyales. Et d'ailleurs, cela fait écho avec le sujet numérique dont on vient de parler juste avant. D'abord, qu'est-ce que la ou les preuves déloyales ? Une preuve déloyale, c'est celle qui va être obtenue sans le consentement de la personne. Un enregistrement, par exemple. Vous m'appelez, je vous enregistre et je m'en sers. Quelques grosses affaires médiatiques. Il y a quelques grosses affaires médiatiques. Cahuzac, Bettencourt. Une vidéo. Ça peut être une filature. Un PV d'huissier obtenu sur filature. Voilà. Donc en fait, ce mode de preuve est apprécié différemment selon qu'on est devant le juge pénal ou devant le juge civil. Alors, l'avocate en droit social, pour le ramener au travail, on a eu des affaires où des caméras avaient été placées, par exemple, dans des vestiaires ou dans des stocks pour vérifier qui volait. On avait trouvé le voleur, sauf que la preuve, là, dans ce cas-là, était déloyale. Oui, et alors en plus, avec les caméras, c'est très particulier parce que l'employeur a un devoir d'informer l'ensemble des salariés qu'il y a une caméra qui est destinée à les surveiller. Et les caméras ne peuvent pas être placées n'importe où. Donc elles peuvent pas être placées par exemple dans les toilettes. Elles peuvent pas être placées dans des vestiaires. En revanche, on va pouvoir les placer là où on a des casiers, où les salariés mettent il y a du stock. Ça, c'est possible. Voilà, où il y a du stock. Il y a eu des affaires de stockistes comme ça. Exactement. Ça, oui. Mais ça passe normalement par les représentants du personnel. Donc oui, ce sont des preuves qui ont été considérées comme déloyales, mais la jurisprudence évolue. Donc d'ici quelques années, je suis plus certaine que ce type de preuve soit toujours considéré comme déloyal. Mais revenons au numérique. Des échanges de mails ou des propos malveillants sur un manager, sur le DRH, est-ce que l'entreprise, par le flux des mails, on en revient toujours à nos flux, parce que c'est sur le réseau de l'entreprise, capte l'information ? Est-ce que là, on est dans le cadre d'une preuve déloyale ou est-ce que l'entreprise a le droit, dans les flux sur les mails de l'entreprise, d'aller capter cette information ? Elle peut parfaitement s'en servir. On n'est pas du tout sur une preuve déloyale. Donc elle peut aller le chercher, ce mail. Bien sûr, le matériel est professionnel. L'employeur peut accéder à l'ordinateur du salarié. La seule limite, c'est tout ce qui est personnel. Les fichiers qui sont intitulés comme personnels. Ça remonte à loin. Déjà en 2001, on a un arrêt Nikon sur les bancs de la fac, on nous le rabâchait. Fichier intitulé personnel, confidentiel, interdiction pour l'employeur d'y accéder. Donc quand j'ai du mal de ma DRH, il faut bien que je mette confidentiel personnel. Il faut que vous mettiez confidentiel et personnel. Le mail ne peut pas être utilisé. D'accord, ça c'est le cas. Mais si je ne le fais pas et que je suis dans un échange, je dirais presque WhatsApp, très libre, imaginons que sur le mail, l'entreprise récupère, techniquement elle peut le faire. Bien sûr, et elle peut l'utiliser. Et elle peut l'utiliser. Donc il faut faire très attention, maintenant surtout avec les Slack par exemple. On se dit beaucoup de choses, Slack, Teams, etc. Et tout peut être utilisé. C'est une messagerie professionnelle. Quand vous dites la jurisprudence peut évoluer, parce qu'on se souvient de l'affaire Bettencourt sur la reconnaissance ou pas de ce dictaphone placé sous le petit tapis du bureau, il y a eu un vrai débat juridique. Dans l'entreprise, est-ce qu'on avance ? Est-ce que l'entreprise dit mais je ne peux pas vous apporter la preuve loyale, mais je sais que... est-ce que le juge se dit, il faut en tenir compte ? Alors, en réalité, c'est plutôt, on le voit plutôt à l'inverse, c'est-à-dire le salarié qui va apporter une preuve déloyale. Donc le salarié, on voit beaucoup des salariés qui enregistrent les employeurs et qui veulent en apporter la preuve. Ça, c'est vrai. Il y a quelques années, quand je plaidais devant le conseil de prud'homme et qu'on m'apportait un enregistrement, alors on ne vous apportait pas l'enregistrement tel quel, Arnaud, les avocats sont malins, on vous apporte une retranscription de l'enregistrement. Et donc on se battait pour dire non, mais attendez, c'est une retranscription, il y a forcément un enregistrement, la preuve est déloyale, on l'écarte. On était suivis. Nous, avocats employeurs, on était suivis, les yeux fermés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça a évolué là entre 2020 et 2023. Donc on grande évolution. Un papier de l'avocat du salarié sur lequel est écrit des insanités, des mots déplacés. Et on se dit ok, ça fait office de preuve. On accepte même l'enregistrement en lui-même. L'enregistrement en lui-même, on le fournit sur clé USB et je l'ai fait côté employeur. Je m'en suis servi. Je me suis engouffrée dans la brèche. On a licencié une salariée, une cadre au poste, pour comportement inapproprié, propos inappropriés. Et elle avait été enregistrée, cette salariée. Et je n'avais que ça pour démontrer le bien fondé du licenciement. Je n'avais que ça. J'ai produit l'enregistrement. En face, le salarié, évidemment, m'oppose ce que moi, je lui aurais opposé. Enregistrement clandestin. C'est illégal. La preuve doit être écartée. Ça a été admis par le juge. Ça a été admis par le juge parce que j'imagine ce que vous apportiez comme preuve était, j'allais dire, inadmissible, choquant. Enfin, est-ce que... Parce que, en réalité, la preuve que j'apportais était indispensable, si vous voulez, au droit de la preuve, à l'exercice du droit de la preuve. Et même si elle portait atteinte à la vie privée du salarié, parce que c'est le cas, en fait, ça porte atteinte à la vie privée du salarié, eh bien, elle était proportionnée au but poursuivi.
Je n'avais que ça. De toute façon, je n'avais que cette preuve. Dès lors, cela a été admis par le Conseil de prud'homme. La source même de votre enregistrement, parce qu'on en revient toujours au même sujet, que ce soit l'employeur qui ouvre son téléphone ou la DRH qui fait la même chose, il y a bien quelqu'un qui appuie sur un bouton pour enregistrer, on est d'accord. Là, la personne avait été donc, je mets des guillemets, que ce soit employeur ou employé, piégée. Elle avait été, disons que dans le fil, il y a eu une altercation, et puis au cours de l'altercation, elle a allumé son téléphone pour enregistrer. Donc oui, bien sûr. C'est complètement différent si vous m'adressez un SMS ou si vous me laissez un message vocal, vous savez que c'est enregistré, je peux m'en servir. Ce qui avait fait débat il y a quelques années. Donc c'est pour vous dire, il y a quelques années, vraiment, la preuve illicite, elle était complètement écartée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc ça veut dire, là c'est une jurisprudence que vous évoquez, c'est-à-dire que le juge intègre de plus en plus, quand la pièce est solide, des enregistrements ou des propos tenus sous enregistrement. Oui, lorsque c'est proportionné au but poursuivi. Les fameuses preuves déloyales donc, sont en train d'entrer et entrent dans la décision du juge. Oui. Donc il faut faire très attention. Mais ce n'est pas nouveau. Le défenseur des droits, déjà en 2018, poussait pour admettre ce type de preuves. La Cour européenne des droits de l'homme aussi. Donc ce n'est pas nouveau. La question, c'est où est-ce qu'on va ? Enfin, tout le monde va s'enregistrer, Sabrina Kemel. Où est-ce qu'on va ? Là, on s'enregistre parce que c'est légal, vous le savez, oui. Mais tout le monde va finir par s'enregistrer. Mais les employeurs le craignent, et puis les salariés aussi, parce que ça n'ira pas que dans un sens. Mais bien sûr, la preuve, vous dites que l'employeur, là, de ce côté-là, avait enregistré l'altercation et la personne a donc été licenciée, nous sommes d'accord ? Bien sûr. Donc ça a été un outil, un levier qui a fait C'était ma seule preuve. Merci Sabrina Kemel de nous parler de ce sujet qui est un sujet très fin et en même temps un peu dangereux, je trouve, au final, qui peut nous revenir en pleine face. Oui, c'est un sujet qui, en plus, on marche encore sur des œufs et qui va évoluer. Et vous verrez qu'aujourd'hui, je vous parlais des dossiers personnels et confidentiels qui ne peuvent pas être utilisés. Mais le Code du travail ne le dit pas. Non. Donc c'est la jurisprudence qui... Et un jour, on aura le... Et un jour, je reviendrai, je vous dirai, finalement, ça a été... Le personnel confidentiel, personne n'en tient compte. Merci Sabrina Kemel, avocate en droit social. Je vous dis à très très bientôt. On fait une courte pause et on s'intéresse dans le cercle RH aux défis RH de l'hôpital. C'est un immense sujet et c'est un immense chantier d'ailleurs. Pénurie de main-d'œuvre, des aides-soignantes, des infirmières. Le métier n'attire plus. Il faut redonner le sens de la vocation. Mais comment faire ? On en parle dans le cercle RH avec des experts. Ils sont mes invités juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, les pénuries, la pénurie de main-d'œuvre côté secteur hospitalier. On parlera du secteur privé, du secteur public. Les aides-soignantes, elles font partie du top 10 de Pôle emploi dans les métiers pénuriques, mais aussi les infirmières. Et puis j'ai envie de dire presque tous les métiers de l'hôpital sont impactés. Comment faire pour redonner le goût de ce beau métier ? Parce que c'est vrai que les infirmières vont plutôt vers le libéral et quittent doucement le secteur hospitalier. Comment faire pour leur redonner envie ? On se souvient du Grenelle pour augmenter les salaires. Visiblement, ça n'a pas suffi. On en parle avec mes invités. Et Charles Chantalin, ravi de vous accueillir. Vous êtes entreprise Sales Leader chez Indeed et vous êtes avec nous parce que vous avez monté une initiative originale pour bien justement aller chercher les candidats dans le cadre de Santexpo. Et on va en parler avec Yannick Guénaud parce que vous étiez la main dans la main sur cette initiative. Bonjour Yannick, ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de l'école Directeur général, parce que vous avez un président en effet. Vous êtes le directeur général de l'école Rockefeller, métier de la santé. Paramédical et social. Voilà, paramédical et social. Pour le dire simplement, on connaît bien la marque Indeed, on connaît Rockefeller, mais on connaît moins l'école Rockefeller. Quelles sont les propositions de formation que vous aide-soignante, infirmière ? L'école Rockefeller, 100 ans cette année. Formation phare, infirmière. Nous en formons 270 par an, donc on a 3 promotions qui font 800 étudiantes. Donc on est une des plus grosses formations de France en la matière. Aide-soignant, bien évidemment, aussi 120 à 130 par an. Je vous ai vu réagir sur le top 10 de Pôle emploi. Ah, tout à fait, puisque nous sommes précurseurs, nous sommes devant, nous sommes à la limite, nous voyons le marché avant le marché. Nous voyons l'appétence des étudiants à venir sur des formations, sur des métiers. Le métier d'aide-soignant, ça fait déjà plusieurs années.
que nous ne remplissons plus nos quotas de formation sur ce métier-là. C'est incroyable. Samuel Njak, vous étiez venu nous voir il y a quelques mois et on vous a réinvité parce que c'est le cœur du sujet. Vous êtes une plateforme Vacamed. Vous vous mettez en relation le plus rapidement possible. Alors vous n'êtes pas un concurrent d'Indeed, évidemment. L'offre et la demande. 10 infirmières, je suis patron d'un hôpital, vous me dites je peux peut-être vous trouver la solution. Et on met en relation l'offre et la demande. Il n'y a pas que les infirmières d'ailleurs, il y a les aides-soignantes. Il y a les aides-soignantes, il y a aussi des profils sociaux, médico-sociaux, type éducateurs spécialisés. Moniteur, éducateur et d'autres profils. Vous êtes dépassé par les événements là. Vous êtes, le site explose là en ce moment chez vous. Alors, vu le secteur. Alors, on a une réelle forte demande, une vraie progression au niveau de la demande, en effet, des besoins au niveau des établissements. On a des candidats qui sont quand même présents parce que le fait de faire des vacations, ça reste quand même intéressant pour les candidats. Mais c'est sûr que si on était positionné sur du CDI, on aurait un peu plus de mal parce que oui, il y a par rapport à la demande qu'on peut couvrir, on a vraiment une forte explosion. Mettons les pieds dans le plat, on va parler de la Fédération hospitalière de France qui était à l'initiative à travers cet événement Santexpo, Indeed et évidemment les acteurs de ce sujet. Combien de candidats s'étaient inscrits à votre initiative ? Alors on a un partenariat effectivement avec la Fédération hospitalière de France. On avait proposé d'organiser le job dating en quelque sorte de Santexpo sur 3 jours. On a une quinzaine d'établissements qui se sont inscrits pour servir de poisson pilote en quelque sorte pour cette initiative. Et pour ces 3 jours, on a réussi à avoir 2000 inscrits pour des entretiens en direct. On constate finalement qu'une des solutions... Face aux RH, face aux acteurs des 15 poissons pilotes. Voilà, qui se sont prêtés au jeu et ont dit chiche, je détache 2, 3, 4 recruteurs pour venir passer 3 jours sur place. La promesse étant, pour les candidats, plutôt que de passer dans un process de recrutement qui habituellement est un peu long, j'attends quelques jours d'avoir une réponse, de rencontrer quelqu'un immédiatement. Et on a même eu des cas de contrats qui ont été signés sur place. Donc quasiment 1000 entretiens sur ces 2000 inscrits. Et je pense à un établissement comme les Rives de Seine, qui ont dit avoir reçu 19 candidats de très bonne qualité à qui ils envisageaient de faire des offres. Je vais donner la parole à Yannick Guénaud, mais vous nous dites quand on disrupte le parcours de recrutement, on est capable de redonner envie à des jeunes, parce qu'il y a des jeunes, il y a aussi des reconvertis, d'entrer dans la carrière. C'est bien cela. C'est indispensable de changer non seulement les types de profils auxquels on s'adresse et les canaux qu'on utilise pour les toucher, mais il faut effectivement aussi changer le process de candidature. Le facteur clé d'optimisation, c'est la rapidité de réaction. Il faut savoir capter dans la journée, idéalement, un candidat qui est tombé sur votre offre d'emploi. Vive le numérique. Oui, là, le numérique peut aider, mais finalement, les numériques tel qu'il était fait jusqu'à présent n'arrangeaient pas les choses. C'est-à-dire qu'un site d'emploi bête et méchant où je dépose ma candidature et où elle tombe dans un trou noir ne règle rien. En revanche, là, on plateforme de matching où on se parle tout de suite. Physiquement. Ce qu'on a fait physiquement à Santexpo, on peut le faire en digital. C'est-à-dire que vous pouvez, en 2 clics, vous retrouver en entretien vidéo face à un recruteur d'un établissement de santé. Yannick Guénaud, vous êtes avant le marché, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est, et j'ai une pensée évidemment pour la famille de cette infirmière, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des conditions de travail qui se sont complexifiées Covid aidant, des conditions de vie au travail où ils se mettent en danger. Cette femme a été assassinée par un schizophrène, il faut quand même le dire. Les agressions ont augmenté, les conditions de travail se sont dégradées. C'est pour ça que vous ne réussissez pas à remplir vos écoles ? Non. Tout d'abord parce qu'au niveau de la formation d'infirmière, nous n'avons pas ce problème que je citais tout à l'heure pour le métier d'aide-soignant. La profession d'infirmière, enfin les candidatures infirmières de la plateforme Parcoursup restent un des premiers vœux de Parcoursup. Mais attention, donc par exemple, nous avons 8000 candidats pour 235 places hors d'autres voies d'accès. Donc là, l'écrémage et la sélection est terrible. Oui, mais ceci étant, nous avons toutes les instituts de formation infirmière, quasiment les mêmes candidats. Après, ça va dépendre, je dirais, des candidats, de leur choix aussi d'aller plus vers telle école ou telle école. Alors ça, c'est le premier point. Mais en même temps, je vous disais qu'on est en amont du marché. Là aussi, on commence à voir apparaître une érosion des candidats. Il y a 2 ans en arrière, nous étions à 11 000 candidats. Aujourd'hui, 8 000. L'érosion est en marche. Donc ça veut dire que l'effet médiatique, les événements, parce que les Français regardent, la fatigue du Covid, moi, on vous avait invité la fois dernière, mais vous allez peut-être nous le redire, on voit aussi dans l'évolution des demandes dans ce secteur un désir de flexibilité et d'avoir une qualité de vie, parce que ça c'est posé à chaque entretien, j'imagine, entre vie pro, vie perso. Moi qui ai des proches dans ce milieu, c'est quand même pas simple d'avoir une vie pro, vie perso à l'hôpital. On fait des nuits, on a des roulements, on va parfois remplacer une collègue. Enfin,
C'est ça la réalité. Clairement, c'est ça la réalité aujourd'hui, du métier, et qui a toujours été d'ailleurs une réalité dans ce métier. Et aujourd'hui, c'est pour, en tout cas, la jeune génération, un réel frein aussi, vouloir se diriger vers ce type de métier qui est plutôt contraignant, qui limite un peu l'aisance côté vie pro, qui est vie pro, vie perso. Et donc, ils se dirigent soit vers de l'intérim, soit vers des types de structures comme la nôtre qui font de la vacation, pour avoir cette flexibilité. Vacation, c'est-à-dire que je fais un petit temps, je fais 2 mois, 3 mois, puis après j'arrête. J'organise mon planning, c'est ça, en fonction de ma disponibilité et en fonction de quand j'ai besoin ou envie de travailler. Juste peut-être, est-ce qu'il y a une bataille, puisque c'est un de nos titres, est-ce qu'il y a un duel entre le privé et le public? C'est-à-dire qu'on a vu des infirmières du public manifester, des syndicats sont montés au créneau en disant nos conditions de travail, le matériel, la manière dont on travaille, c'est plus possible. Puis on a des infirmières du privé, j'ai le sentiment qu'ils manifestent moins. Oui, alors je pense qu'on a clairement une concurrence acharnée, comme dans tous les domaines, qui est à l'œuvre. Simplement là, le public est particulièrement bien représenté dans les métiers du soin. Là où il y a sans doute un souci de perception en amont, parce que parfois c'est pas tout à fait vrai, on en a déjà parlé dans un autre cadre, sur la rémunération notamment, il est clairement perçu, vu de l'extérieur, que ces métiers, par exemple d'infirmier, à 67%, les Français nous répondent qu'ils estiment que c'est un métier très mal payé. Donc ce bashing permanent de ces métiers du soin indique par exemple des choses qui d'ailleurs, elles ne sont pas tout à fait vraies, puisqu'il y a eu des revalorisations importantes, il y a des primes et des bonus qui ont été ajoutés dans le Grenelle de manière significative. Et pour autant, ça reste un des éléments qui ressort. La difficulté des conditions de travail, ça ressort. Et il y a ce sentiment que le privé s'est un tout petit peu mieux adapté. En tout cas, nous, dans les conditions de recrutement ou dans les méthodes de recrutement, c'est vrai qu'on a vu un peu plus d'agilité pour l'instant du côté du privé. C'est pour ça que du côté d'Indeed, on a décidé de mettre en place une équipe dédiée au secteur public où il y a un enjeu de marque employeur d'une manière générale. Travailler pour le service. Marque employeur et RH, parce qu'il y a un enjeu RH. 99%, et ça vous interpelle, vous qui êtes avant, ce qui veut dire que vos étudiantes, en grande majorité, mais aussi les étudiants. 80% d'étudiants. On est d'accord. Voilà, c'est plutôt féminin. 99% des établissements de santé publics connaissaient des difficultés de recrutement en 2022. Donc ça veut dire que vos étudiantes et étudiants sont captés dès la sortie de l'école. Il n'y a pas de sujet. Vacamed se les arrache. Il n'y a absolument aucun sujet et elles le savent. Ce qui veut dire que, pour répondre tout à l'heure au salon... Donc elles ont la main dans le... Ça veut dire qu'elles peuvent changer à tout instant. Il y a aussi il y a à la fois la captation peut-être de l'étudiante, mais un choix énorme. Et de ce choix aussi, elle va pouvoir changer facilement d'emploi. Donc tout ceci, il y a aussi une notion de fidélisation à l'hôpital ou dans les structures. Qui est, engagement dans la durée. Engagement dans la durée. Et là, il y a des chiffres aussi qui sont très très parlants. Auparavant, on parlait d'un temps de vie dans un premier emploi pour une infirmière qui était entre 7, 8, 10 ans. Aujourd'hui, il est de 5 ans. 5 ans. Ce qui veut dire que, ça ne veut pas dire qu'une infirmière va arrêter de travailler, mais elle va évoluer. Elle va vouloir changer justement d'ambiance, de contexte, avoir mieux maîtriser son temps de travail et aller vers des solutions d'intérim, de libéral aussi. On va parler des territoires, mais les étudiantes de l'école Rockefeller, j'imagine, elles vous intéressent. Elles viennent ou elles font d'abord un premier temps, je dirais classique, professionnel, pour ensuite, dans un second temps de carrière, elles se disent, et ça c'est peut-être le public que vous avez, c'est des gens qui ont 10 ans d'expérience. C'est quoi le profil des gens qui viennent sur le site? Ils ont beaucoup bossé, puis ils se disent, là, je lève un peu le pied. Alors, on a plusieurs profils, mais globalement, ce qui ressort comme profil principal, qui ressort, ça va être quand même des gens qui ont déjà au moins un an d'expérience, on va dire minimum. Un peu d'expérience. Un peu d'expérience, plus, voire plus, mais qui ont déjà pratiqué un peu, soit déjà à travers les stages dès leur fin d'études, donc ils sont directement captés dans les structures où ils ont effectué leur stage. En général, ils sont intéressés et qui vont chercher, maintenant qu'ils connaissent un peu le secteur, un peu mieux en tout cas par la pratique. Mais qu'est-ce qu'ils ne veulent plus faire parce que vous faites l'offre et la demande, et ça c'est Indeed doit avoir des stats. Ils vous disent, nous on veut plus partir en hospitalier urgence, on veut plus faire ça, on veut plutôt partir en gériatrie, en pédiatrie. Il y a bien des secteurs où les infirmières disent je préfère ce secteur-là qu'un autre, ou la réa, excusez-moi, parce que la réa, on a vu pendant le Covid la difficulté de ce métier qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Alors tout à fait, c'est vrai qu'il y a des services qui sont un peu qui ne souhaitent plus faire. C'est vrai que tout ce qui est lié à la fin de vie, c'est un peu plus de difficulté à recruter. Évidemment. C'est vrai que souvent sur ces types de services-là, on voit plutôt des personnes qui ont déjà de l'expérience, qui restent
parce qu'il y a toujours des besoins. Parce qu'il y a la passion là. Parce qu'il y a la passion, il y a la vocation, mais c'est vrai qu'au niveau des jeunes, tous les cas sont différents, bien sûr, les cas sont particuliers, mais on remarque qu'ils souhaitent plutôt... Un mot, Samuel et Yannick, sur la question RH, parce que on est une émission RH. On a souvent pointé du doigt l'hôpital public ne sachant pas gérer son personnel, avec d'ailleurs des batailles. Il faut rentrer un peu dans le détail entre le médecin, qui est un peu le cacique de l'établissement, et en même temps le personnel administratif et le directeur d'établissement. Parfois ça frotte, c'est compliqué. Il y a un problème de RH ? Allez-y. Il y a un problème de RH. Osez. Il y a un problème de RH. Oui, après, je ne sais pas, si on peut le traduire comme ça, parce que nous, de notre côté Vacamed, on le voit un peu moins, donc je ne sais pas si je peux m'aventurer là-dessus. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que les services RH qui viennent nous contacter. Ah oui, ils vous contactent de fait. Voilà, ils ont des besoins et voilà, on doit y répondre le plus simplement. Yannick, un mot sur le RH et évidemment Samuel. Non, je pense qu'il faut arrêter le bashing sur les services publics, parce qu'à un moment donné, effectivement, on en a beaucoup parlé, dysfonctionnement. Alors, il est vrai que par manque d'aides-soignants, par manque d'infirmières, plus que par manque de médecins, aujourd'hui, des services hospitaliers ont dû fermer, mais même dans des cliniques privées. Et donc, parce qu'il faut du personnel de première ligne. On n'opère pas. On ne peut pas opérer, on ne peut pas soigner sans des soignants, c'est pas possible. Charles, votre point de vue chez Indeed, parce que vous avez des datas, des flux. On a des datas assez précises sur l'offre et la demande en temps réel. Clairement, même pour le comparer à d'autres secteurs d'activité, on l'a dit, le métier d'infirmier ou les métiers d'aide-soignant sont 2 des 10 métiers les plus en tension en France, avec certains métiers très techniques. Donc nous, on a un indice de compétitivité, c'est-à-dire un ratio offre-demande. Sur ce score de 0 à 100 entre le métier le plus simple de France, en quelque sorte, à pourvoir, et le métier le plus difficile, le métier d'infirmier est à 96 sur 100. Ça, c'est l'indice de compétitivité Indeed de ce métier-là. Et on va effectivement retrouver aussi des chiffres inquiétants qui sont que, par exemple, en l'espace d'1 an, le nombre d'offres présents chaque jour sur la plateforme a augmenté de 57%. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 57% de besoins en plus, ça veut simplement dire que les postes qui étaient là il y a 4 mois sont toujours là. Les postes n'ont pas été pourvus et donc à flux constant, le stock augmente puisqu'il n'y a aucun flux sortant d'offres d'emploi. Juste un mot quand même, Yannick, la disparité géographique, parce qu'on parle des déserts médicaux pour les médecins, mais il y a aussi une disparité. Là, il y a des chiffres qui sont inquiétants. Perte d'effectifs suivant les départements de 2015 à 2020, donc on est juste au bord du Covid. Haute-Garonne, moins 6800. Incroyable. Haute-Savoie, moins 2500. Vaucluse, moins 1600. Pourtant, le Vaucluse, c'est plutôt sympathique. Les Landes, moins 972. Paris, moins 556. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'établissements hospitaliers à Paris. Comment vous expliquez aussi elles choisissent leur lieu d'emploi? C'est un peu comme les policiers, bien classés, on va plutôt partir dans le sud, puis mal classés, on va partir dans le Pas-de-Calais. Alors, dans les structures publiques, encore une fois, je reviens sur le public quand même. Premièrement, il faut savoir que 100% des infirmières sont formées dans le public, directement ou indirectement, puisque nous sommes en formation d'alternance avec des stages qui deviennent très compliqués à trouver d'ailleurs. On dit que c'est une très bonne formation, le public, par exemple. Très bonne formation. Oui, paradoxalement. Et les structures publiques ont donc un avantage important de pouvoir se positionner plutôt que les privés, je dirais, que les structures privées, pour capter éventuellement des candidates. Pour autant, par rapport à votre question sur ces déperditions, alors moi je suis Haut-Savoyard, je peux répondre pour la Haute-Savoie, pour la Haute-Garonne un peu plus difficilement. Oui, c'est pas la même région. Je ne pense pas que ça soit la même raison. En Haute-Savoie, c'est un phénomène connu depuis très longtemps, c'est-à-dire dans l'Ain et la Haute-Savoie, limitrophe de la Suisse capte. Mais bien sûr. Je dirais les frontaliers. Les personnels qui ont été formés en France et avec des frottements entre la Suisse et la France. Et des écarts de salaire. Et des écarts de salaire de 1 à 3. Juste une petite recommandation chacun dans vos secteurs respectifs, parce que vous êtes au cœur de ces sujets et vous insistez sur cette question de ce secteur. C'est le salaire, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Charles Chantala, vous dites, au-delà de cet indice de 96%, il y a quand même un problème de salaire. En tout cas, il y a un problème de perception du salaire et donc la première recommandation, c'est que toute offre d'emploi devrait afficher un package complet, c'est-à-dire un salaire, les bonus et les primes qui y sont attachés, et on a encore moins de 50% des offres d'emploi. Indeed avait tapé du poing sur la table, voilà, déjà. On va progressivement imposer l'affichage des salaires, ou sinon nous estimerons une grille de salaire pour ces métiers-là. Et vous imposez en fait à l'annonce Dans tous les cas, c'est de l'ordre de x4 ou x5 le nombre de clics sur les offres d'emploi qui affichent un salaire. Évidemment. C'est gagnant pour le recruteur, et on est à moins de 50% de ces offres dans les métiers d'infirmier pour l'instant. Le salaire moyen d'une infirmière, c'est quoi? Compétitivité. Je ne vais pas vous répondre parce en démarrage de carrière, on est à entre 2000 à 2200 euros. Net ou brut? Net. Net. Voilà. Hors prime?
hors prime. Parce qu'il y a les heures de nuit, il y a les astreintes, et voilà. Et puis après, alors les acteurs ont répondu avec effectivement des incitations, des primes. Aujourd'hui, il est très très compliqué d'avoir une vision. Nous, on voit revenir des professionnels comme formateurs chez nous par la suite. Ils y viennent d'ailleurs de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes. C'est un autre débouché. Voilà, ça devient un débouché. Mais votre recommandation ? Il y a des écarts de salaire. On voit que des infirmiers, infirmières, des professionnels qui ont, je dirais, 10 à 15 ans d'ancienneté gagnent facilement 3 500, 4 000 euros par mois de salaire. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a les chiffres annoncés dans la presse et puis la réalité. Les employeurs, pour des questions de fidélité, ont su répondre sur ces métiers. En mettant des rémunérations importantes en face. On gagne mieux quand on est en vacation, parce que c'est le débat de l'intérimaire qui disait « je préfère faire de l'intérim parce qu'on est mieux payé ». Est-ce que là aussi, c'est un levier pour ceux qui viennent sur Vacamed, qui se disent après tout, la vacation c'est plus simple, je suis un peu mercenaire dans l'affaire. Alors, on gagne un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que les salaires sont quand même payés par les établissements et pour des raisons d'équité entre les salariés, c'est quand même un salaire qui est assez proche de ce que gagnent des gens en établissement, les professionnels. L'avantage, c'est par contre la flexibilité dans le choix. Donc la qualité de vie. Donc la qualité de vie, voilà. Ça va être surtout ça le gros avantage de venir dans... Quand on voit les études générales, les gens préfèrent presque même à réduire leur salaire pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est ce que j'ai lu. C'est peut-être ça aussi la recommandation, c'est que bien sûr, il y a une difficulté parfois à organiser une flexibilité dans les métiers du soin, puisqu'il y a une contrainte de service. Oui. Pour autant, l'autre grand changement sur le marché du travail, au sens large, dans le privé, dans le public, dans tous les métiers, c'est un peu plus de contrôle sur l'équilibre entre ma vie privée et ma vie pro, et la quête de sens. Et là, il y a du sens. Un domaine où il y a une carte à jouer et une chose à mettre en avant. Il y a bien sûr un salaire minimum que toute personne souhaite voir affiché. Et ensuite, tous les Français sont les premiers à reconnaître. Oui, ces métiers ont l'air difficiles, mais... On les a applaudis pendant le Covid. Ils sont non seulement essentiels, on les oublie un peu là. Un sens important. Mettons-le en valeur, c'est aussi ce qu'essaye de faire le service public en ce moment. Vous allez recommencer l'initiative de Santexpo, c'est-à-dire mettre les acteurs autour de la table, vous allez le refaire ? Oui, on a beaucoup échangé avec le ministère de la Santé et plus récemment même avec Pôle emploi pour essayer de lancer une sorte de Tour de France où peut-être pour une région donnée, on va essayer de réunir tous les acteurs de la santé, privés ou publics, lors d'événements. Au niveau des écoles, on organise tout au long de l'année des job dating de la même manière et ça a le même succès, alors peut-être à une échelle plus réduite, mais le même succès, que ce soit d'ailleurs pour les métiers d'infirmière dont on a beaucoup parlé, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, enfin tous les métiers de première ligne, toutes les structures. Merci à vous trois messieurs, merci Samuel N'Djok, fondateur de Vacamed, d'être venu sur notre plateau. Je remercie Yannick Guénaud, directeur général et non pas président, mais c'est peut-être un jour président, je ne sais pas, de l'école Rockefeller, les métiers du soin, de la santé, aide-soignante, infirmière. Et merci à Charles Chantala d'être venu nous rendre visite, entreprise Sales Leader. C'est toujours compliqué avec les titres en anglais. Directeur commercial, ça vous va, mais ça me plaît. Vous êtes directeur commercial chez Indeed avec cette initiative Santexpo et je pense que vous allez reprendre cette initiative. Vous l'avez évoqué avec un Tour de France. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler des seniors. On en parle beaucoup ces derniers temps, évidemment à l'occasion de la loi retraite, mais les seniors dans leur habitus sociologique, dans ce qu'ils sont dans leur vie professionnelle. Et on en parle avec Patrick Tcharsniewski. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Très bien. Merci d'être avec nous, directeur associé au cabinet Alternego. Vous êtes docteur en psychologie. Je voulais préciser et montrer ce livre, Être soi en entreprise, alors qui dépasse un peu le cadre du senior, mais le senior est inclus. Bien sûr. Estime, confiance, engagement et reconnaissance chez Mardaga, qui est quand même un vrai sujet. Si on veut faire focus sur le senior à travers votre livre, parce que c'est un peu le sujet, à quel moment le senior se sent dévalorisé ? À quel moment il se dit « ça y est, je suis entré dans la boîte du senior » et je pense que je ne vais pas m'en sortir. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de déterminer un âge, puisque il y a des âges qui ont été déterminés. Oui, mais elle est relativement liée à la culture d'entreprise, à son secteur d'activité. Quand vous avez une moyenne d'âge à 48 ans, vous n'avez pas le même âge à 50 que dans une entreprise, dans le conseil, où la moyenne d'âge, c'est 33 ans. Bon. Donc, on a commencé par là, quand on a fait l'étude, de demander aux 10 entreprises partenaires à quel âge on est senior chez vous. 2 d'entre elles nous ont dit à 45 ans, 6 à 50 ans, et 2 nous ont dit à 55 ans. Voilà. Donc, c'est le stigmate qui détermine à partir de quel moment, pour répondre
répondre à votre question, on se sent dans la boîte. Voilà. On se sent dans la boîte ou hors la boîte? Ou hors la boîte, je veux dire, mais dans la boîte des seniors, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas d'âge qui le détermine, en fait. Dans l'étude Alternego que vous portez aujourd'hui, 60% des salariés français de 45 ans pensent que leur contribution n'est pas reconnue à sa juste valeur, et 27% des plus de 60 ans disent avoir déjà été victimes de discrimination en entreprise. C'est-à-dire que gentiment, là, il y a des mots, il y a des attitudes, il y a des gestes qui font comprendre à l'autre que globalement, il a plus sa place. Voilà, c'est ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est-à-dire des petites blagues, des remarques sur la tenue vestimentaire, sur les codes langagiers. T'as pas les bonnes chaussures, t'es plus dans le code. Sur les références musicales, vous voyez, ce genre de choses. Et ces micro-agressions, quand elles sont répétées, oui, elles peuvent fonctionner un peu comme une enclume qui s'enfonce dans leurs épaules et qui leur donne un sentiment, ils le disent très bien, d'avoir le sentiment de travailler dans un environnement plutôt jeuniste. Et donc plus on avance en âge, parce que la particularité de l'étude, c'est qu'on a pris la peine de découper en 4 tranches d'âge. Et donc on a des résultats très différents, évidemment, entre les 45 à 49 ans et les 60 ans et plus. Oui, parce que le débat va se poser aussi pour les 60 ans et plus, si la réforme est appliquée. On imagine qu'elle le sera. Ça veut dire qu'à travers cette étude, vous avez une photographie de l'état d'esprit tant des salariés non seniors que des seniors, en fait. Non, on a interrogé que les 45 ans et plus, donc 10 500 personnes dans 10 entreprises, et on voulait vraiment les faire parler sur leur ressenti, leur vécu. Ça veut dire que les solutions, c'est pas que des solutions législatives, c'est aussi une manière de quoi? C'est une forme de sociologie, de psychologie. Ouais, c'est comment l'entreprise doit les prendre en compte, comment elles doivent entendre ce qu'ils disent. Et le résultat le plus spectaculaire, c'est quand ils disent mais nous on a encore de l'énergie, on veut bosser. Et surtout, ce qui est intéressant, un truc qui paraît totalement intuitif, c'est qu'ils disent non seulement on a autant d'énergie qu'avant, mais on a moins de contraintes qu'avant. Et plus vous avancez en âge, évidemment, la charge parentale, elle s'est affaiblie. Donc je suis plus disponible en plus pour la boîte. Et puis ils ont moins de pression, parce qu'en fait, ils jouent moins leur carrière. Quand vous avez 50 ans et plus, l'entreprise, elle mise moins sur vous. Donc il y a moins de contraintes de la vie privée, il y a plus de temps alloué au travail, il y a une charge mentale qui est réduite. Le manque de reconnaissance qui sort dans votre étude, dans le ressenti des seniors, on l'a aussi, j'irais, dans toutes les tranches professionnelles, mais apparemment, c'est plus fort encore chez les seniors. Elle s'accentue. On voit bien quand on trace la courbe, par exemple, de l'engagement, du sentiment d'engagement dans lequel on va retrouver est-ce que je trouve du sens à mon travail, est-ce que je me sens appartenir à mon entreprise. La courbe, elle décline de façon très très linéaire et particulièrement à partir des 55 à 59 ans. Dernier mot, il est important, c'est la position hiérarchique du senior quand il s'exprime. Il faut quand même préciser que il y a les seniors décideurs qui ont atteint le top, c'est le COMEX, les managers, qui eux se sentent un peu plus appartenir à leur boîte, voire bien, ça va mieux pour eux, que celui qui globalement n'a pas progressé hiérarchiquement. Alors ça, c'est un résultat très très important. On a vraiment distingué les résultats des gens qui sont managers et des non managers. C'est essentiel. On est à 20 points d'écart sur j'ai du sens dans mon travail, mais mon travail est reconnu, etc. Donc oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand on est en haut de la pyramide qu'en bas. Donc il y a un sujet aussi entre les cols blancs et les cols bleus, entre ceux qui étaient les premières lignes et à qui on dit, dans tous les secteurs qu'on connaît, les stockages, les supermarchés, à 55 ans, c'est vrai, quand on regarde les rayons de supermarché, il y a très peu de seniors qui travaillent. Vous avez raison, ça c'est vrai pour tous les métiers et pour toutes les tranches d'âge, mais particulièrement quand on est sur des métiers pénibles, où il y a une usure physique ou mentale, qu'on retrouve un peu moins chez les managers, parce qu'eux, ils ont une self-esteem qui est renforcée par leur salaire. Parce qu'ils ont réussi. C'est par leur statut, évidemment. Donc il y a un vrai travail, en tout cas c'est l'objet de cette étude, de prise de conscience à travers l'étude que vous nous présentez, des RH. Il faut qu'ils s'attellent vraiment au sujet. Absolument. On a mesuré leurs attentes aussi, on leur a demandé de quoi vous avez envie, et on s'est rendu compte qu'ils avaient envie de choses qui étaient souvent inexistantes dans les entreprises. Ça n'existait pas. Elles nous ont remercié de dire vous nous livrez un plan d'action sur mesure. C'est vrai que vous avez raison, c'est un sujet tout neuf. On en parle depuis presque un an, mais auparavant, les seniors, ce n'était pas un sujet qui était adressé, comme on dit. Oui, ça n'intéressait pas grand monde. On s'intéresse beaucoup plus aux Y et aux Z. Savoir comment on les intégrait, qui eux parfois même se sentent un peu discriminés parce que... de toute façon, les deux extrêmes de l'échelle de l'âge, on ressent de la discrimination. Merci d'être venu nous rendre visite, Patrick Czarniecki. Je vous en prie. Je pense l'avoir très bien dit cette fois-ci. Être soi en entreprise, c'est votre dernier livre, Mardaga. Allez jeter un œil, puis vous viendrez nous voir dans le livre de Smart Job. Et cette étude Alternego, téléchargez-la, c'est facile. Merci à toute l'équipe, l'émission est terminée. Je remercie Raphaël à la réalisation, Héloïse au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Portez-vous bien, je vous dis à demain. Bye bye.